Je dirais que la fiscalité n'est plus un jeu. Je dis ça parce qu'au début, il y a une quinzaine d'années, le rôle d'un fiscaliste externe, c'était vraiment d'apporter des solutions techniques raffinées, sophistiquées, qui généraient énormément de valeur immédiatement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La fiscalité est toujours rock. Nous avons reçu des invités pendant 26 épisodes et après 3 ans, même si leurs histoires étaient passionnantes, on s'est dit qu'on avait besoin d'un nouveau challenge, un nouveau souffle pour montrer que la fiscalité pouvait être visionnaire, que nos invités avaient un potentiel d'imagination et une vue exceptionnelle sur l'avenir. Et voilà pourquoi, avec l'Ami Liaison, notre nouveau partenaire, nous installons dans un studio où vous allez pouvoir voir nos invités. Et alors, pour ce premier épisode, on a un invité d'exception, Frédéric Dondieu de Vabre. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup de revenir devant une caméra. Vous avez immédiatement répondu présent quand je vous ai passé le brief de l'émission, d'ailleurs même sans le brief, et vous avez sauté à pieds joints. Pourquoi cette passion pour le futur ? Je ne sais pas si c'est une passion pour le futur, c'est en tout cas une longue expérience dans la fiscalité qui, comme on le redira, est en mutation très 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 profonde. Et donc je trouve que c'est intéressant effectivement de se projeter un peu vers l'avenir, ce que peut devenir cette fiscalité. Alors, vous l'avez montré en créant Arsène Taxand, qui était un modèle full fiscalité, ce qui à l'époque était incroyable. Vous avez pris un petit peu de recul par rapport à Arsène et assuré la transmission de la gouvernance, je crois. Voilà, moi j'ai transmis il y a 5 ans maintenant, conformément à ce qui était prévu depuis l'origine dans nos statuts. J'ai transmis la responsabilité du cabinet à un associé beaucoup plus jeune que moi, puisqu'il a 18 ans de moins que moi, mais était là dès le premier jour. Et j'ai continué à exercer mon métier, parce que j'aime mon métier, de conseil fiscal auprès d'entreprises de tout profil, très grandes, moyennes ou plus petites. Et je le fais toujours avec des jeunes associés ou futurs jeunes associés, dans l'optique de leur transmettre ces opportunités, un peu d'expérience. Mais par contre, je manage toujours le réseau international qui fait partie du dispositif et probablement des sujets dont on va parler. Et alors, c'est pour ça que vous êtes là, parce que l'évolution de la fiscalité est un élément important, qui est très international et loin d'être domestique, même si le débat aujourd'hui nous centre un petit peu sur nos finances publiques. Si vous en êtes d'accord, on va prendre 2 mouvements. C'est une première, on va s'essayer. Un petit peu votre vue aujourd'hui des grands éléments de la fiscalité, et puis on atteindra la prospective, et on essaiera de se jeter à l'eau pour tirer des plans sur la comète et voir si dans 20 ans, on a eu raison ou pas. Alors aujourd'hui, quand vous êtes, après une trentaine d'années de fiscaliste, quand vous voyez un petit peu les choses qui ont évolué, qu'est-ce qui est plutôt mieux qu'avant ? Qu'est-ce qui est plutôt moins bien qu'avant ? Alors d'abord, c'est pas 30 ans, c'est 42 ans. Ce qui ne change pas le fond du sujet, mais ça change la perspective de l'expérience, en tout cas. Je dirais que la fiscalité n'est plus un jeu. Je dis ça parce qu'au début, il y a une quinzaine d'années, il y avait quand même quelque chose, bien que ce soit un sujet très sérieux, mais il y avait quelque chose de ludique. C'est-à-dire que le rôle d'un fiscaliste, externe ou interne, probablement un peu plus externe qu'interne, le rôle d'un fiscaliste externe, c'était vraiment d'apporter des solutions techniques raffinées, sophistiquées, qui généraient énormément de valeur immédiatement. C'est-à-dire qui, dès l'analyse fiscale d'un grand projet, d'acquisition, de réorganisation, permettait d'optimiser de façon considérable l'impôt. Par exemple, par des schémas de financement, en divisant 4-5 fois dans le monde les mêmes charges financières. Et on voit un petit peu ressortir aujourd'hui sur les GAFA, mais qui était finalement le normal de l'époque. Voilà, c'était le normal, et nous, les conseils fiscaux, on était même assez challengés là-dessus. Je me rappelle que quand, à l'époque, je n'avais que 4, 5 ou 6 ans d'expérience, être challengé par des banquiers d'affaires qui me disaient « Vous nous proposez un schéma dans lequel vous déduisez 3 fois les charges financières, vous avez des confrères qui sont beaucoup plus créatifs que vous. » Donc il y avait une espèce de processus, c'était un jeu, et une espèce de processus de culpabilisation qui augmentait encore la volonté d'optimiser ce jeu. Au point de vue intellectuel, la fiscalité demeure ça. C'est-à-dire que ce sont des mécaniques très complexes qui supposent qu'on s'y consacre totalement, et encore qu'une partie de la fiscalité, sinon aucun cerveau humain ne peut maîtriser la fiscalité complètement. Mais on n'est plus du tout dans cette logique-là, on est dans
la logique de la recherche d'un bon équilibre. La pression par les autorités fiscales est compétente, et d'ailleurs, on est aujourd'hui dans l'actualité la plus brûlante là-dessus, quand on voit comment le nouveau gouvernement essaye de se débattre dans la réforme fiscale pour essayer de... je ne sais pas si c'est optimisé, en tout cas, gérer au mieux les finances publiques, la recette et la contrainte. Voilà. Et donc on a à nouveau tout ce débat qui revient sur la surtaxation des sociétés, la taxation de grandes fortunes, etc., etc. Donc il y a une pression très forte des autorités fiscales, en France ou ailleurs, c'est-à-dire en fait dans tous les États qui ont ces contraintes budgétaires, et puis il faut... Même dans les États émergents qui ont aussi une contrainte budgétaire de développement. Bien sûr, mais il faut reconnaître le besoin qu'ils ont de procéder comme ça. D'abord, il faut respecter ses interlocuteurs, comme Michel Barnier respecte l'opposition. Il faut respecter ses interlocuteurs. Les débats qu'on a avec eux sont des débats techniques, ce ne sont pas des débats personnalisés ou subjectifs, ce sont des débats intellectuels et techniques. Mais on est rentré dans un jeu assez dur, dans lequel l'administration fiscale procède à des redressements sur des montants très très élevés, sur des questions assez fondamentales, qui peuvent être des questions extrêmement structurantes pour des entreprises, parfois des questions de survie, ça c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est que la dimension internationale est de plus en plus prégnante. Donc elle est de plus en plus prégnante d'abord parce que les entreprises s'internationalisent, mais aussi, surtout, parce que les États se coordonnent, ce qui n'était pas le cas. Ce qui est la grosse différence, en fait, c'est qu'avant, ce jeu au chat et à la souris, à l'imagination que les banquiers, les sociétés vous encourageaient à faire, maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est une réalité, la coopération entre les administrations fiscales. C'est une réalité quotidienne. C'est-à-dire que l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'était un exemple, et il y en a d'autres, dans lequel on joue, ou on jouait, c'est pour ça que je parle de jeu, de la différence de qualification juridique entre plusieurs États, et aussi de la différence de capacité des États à analyser des situations complexes. Donc, oui, intérêt d'un côté, dividende de l'autre. Exactement, capital d'un côté, dette de l'autre, et on jouait avec ça. Les autorités, et ça fait une douzaine d'années à peu près, il y a eu notamment un G20... C'est l'OCDE, en fait, l'impulsion. Voilà, il y a eu un G20, je ne sais plus exactement en quelle année, c'était l'époque de Sarkozy comme président de la République, qui a vraiment lancé cette coopération entre les États, accompagnée par l'OCDE. Et d'abord, les États échangent beaucoup plus d'informations, et puis il y a une espèce d'harmonie des règles. Le meilleur exemple étant les prix de transfert, qui est un grand sujet, qui n'est au fond pas vraiment un sujet juridique, qui est un sujet économique, mais qui est traité par les fiscalistes, parce que l'enjeu, c'est la fiscalité. Et dans lequel, via l'OCDE, en effet, il y a des règles communes à tous les États. Donc on trouve, au-delà du dispositif réglementaire local, on retrouve ces normes internationales qui s'imposent plus ou moins, mais qui ont quand même un jeu là-dedans, et puis les États se parlent. C'est-à-dire que dans le cadre de contrôles fiscaux, ils vont aller, un pays, la France au cas particulier, va aller demander des informations de toute nature au pays dans lequel est implantée une filiale de la société, recouper ces informations, etc. Et le pays va répondre, parce que fut un temps où certains États étaient un peu silencieux aux demandes. Le pays répond ou ne répond pas, et là il y a une question géopolitique, c'est-à-dire que l'Europe répond, il y a des États lointains qui ne répondent pas, mais ça s'étend, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays asiatiques jusque-là qui ne répondaient pas, qui commencent à répondre. Donc on est dans un ordre assez différent. Et donc, on se rend compte que ce qu'il faut, c'est gérer un bon équilibre assez subtil, parce que jusque-là, c'était... Le macro-planning, et maintenant plutôt du micro-planning alors ? Voilà, c'était le macro-planning en disant, de toute façon, il en restera quelque chose. Ouais. Donc si je mets oui, ça durera peut-être qu'un an ou deux, un petit peu de bataille avec l'administration, mais voilà, finalement l'un dans l'autre, net d'honoraires, on s'y retrouve. Voilà. Mais je parle d'optimisation fiscale, je ne parle pas de fraude fiscale. La fraude fiscale est un enjeu majeur, qui est un tout autre sujet. Là, je parle de ce qu'on appelait l'optimisation fiscale, parce que c'est un terme qu'on utilise de moins en moins, qui n'est plus très convenable, mais je dirais de la bonne gestion fiscale. On parle de ça, je ne parle que de situations dans lesquelles on va appliquer des normes, mais de telle façon que c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Oui, c'est-à-dire on ne détournait pas la loi, on utilisait la loi telle qu'elle avait été votée, et si elle était mal votée, tant pis pour l'équilibre de l'État et des parlementaires. Et les moyens utilisés par les États, y compris l'État français, ont énormément changé. C'est-à-dire que les perquisitions fiscales sont monnaie courante. Dans un cabinet comme le nôtre,
avec près de 200 avocats, on voit quand même un certain nombre de dossiers. Oui. On a au moins 2 ou 3 perquisitions de clients par mois. Perquisition fiscale. Et là, c'est aussi quelque chose qui change considérablement la donne. Parce que les perquisitions fiscales, qui est une procédure qui a existé bien avant dans d'autres domaines que je connais moins bien, la concurrence notamment, c'est les filets dérivants. C'est-à-dire que sur un sujet donné, qui peut être un micro-sujet, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet, mais ça peut être un micro-sujet, c'est 40 à 50 personnes qui vont débouler avec des brassards et qui vont emporter 200 000, 300 000 documents. C'est les filets dérivants, dont des documents par construction informatique ou papier, généralement informatique, qui n'ont aucun rapport avec le sujet qu'on recherche. Ce qui pose d'autres problèmes juridiques, qui est dans quelle mesure ne faut-il pas annuler ces procédures dans la mesure où elles aboutissent à ramasser des documents qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, donc je ne dis plus le jeu, mais le type de gestion a changé beaucoup. Et les autorités fiscales, les administrations fiscales se sont spécialisées. Et comme dans tous les domaines, on peut avoir des interlocuteurs qui sont de niveaux différents, mais de façon générale, ils se sont spécialisés, le niveau de compétence a augmenté, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que, une fois qu'un... Ça challenge un peu plus. Oui, mais une fois qu'un sujet est bien identifié, il vaut mieux pouvoir dialoguer avec quelqu'un qui comprend bien ce dont on parle pour pouvoir échanger de vrais arguments plutôt que de prêcher dans le désert. Parce que si on prêche dans le désert, on se fait redresser à tous les coups et ça se termine devant les tribunaux dans des conditions qui ne sont pas très bonnes, ni pour l'administration, ni pour nous. Donc, oui, et puis en termes de réputation, qui ne sont pas top non plus. Voilà. Donc, c'est mieux d'avoir affaire à des interlocuteurs de bon niveau. Et puis, dans le prolongement notamment de ces procédures dont je parle, il y a la guerre des datas. Et ça, alors, ça existe, je suppose, dans tous les domaines, mais là, dans la fiscalité, évidemment, on a affaire à la guerre des datas. Ou, je ne sais pas si c'est une guerre, mais enfin, à l'enjeu des datas. On le voit dans des domaines nouveaux de prix de transfert, parce que les prix de transfert, c'est quoi? C'est des comparaisons, c'est des analyses de marge, et c'est des comparaisons avec des centaines, des centaines de milliers d'entreprises dans le monde. Donc, pour pouvoir bâtir un raisonnement et un argumentaire, il faut avoir accès aux data. Donc, il faut avoir l'outil, puis il faut être capable de les comprendre. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les perquisitions, une fois qu'on a 150 000 documents captés par l'administration, si nous, on doit faire le tri, ce n'est pas nos cerveaux d'avocats qui, dans des délais raisonnables, vont pouvoir faire le tri. Et donc, il y a cet élément additionnel. Donc, il y a la pression, il y a l'internationalisation et il y a les datas qui sont au milieu de la table. Et donc, ça suppose d'être capable de les utiliser de part et d'autre. Donc, d'admettre la validité des datas et de savoir les utiliser. Donc, on est rentré vraiment dans une gestion complètement différente. Et si, puisque c'est le sujet que vous... proposé, si on doit s'interroger sur l'évolution de tout ça, l'évolution de tout ça, ça va être un renforcement de ces tendances dans l'internalisation, dans la spécialisation, dans l'utilisation des datas, etc. Et donc, le sujet, c'est quoi, finalement, la responsabilité d'un fiscaliste aujourd'hui? En premier, d'un directeur fiscal d'un groupe, quel qu'il soit. C'est quoi sa responsabilité? Oui, parce que ça veut dire le PNF de plus en plus fréquenté. Ça veut dire aussi à la fois plus de juridique. Il y a eu le passage vers l'économie et puis maintenant le retour au juridique qui est celui qui nous a permis de faire de l'optimisation dans nos jeunes années. Voilà. Et donc, il y a la recherche d'un équilibre. C'est-à-dire qu'à ces époques-là, la responsabilité d'un directeur fiscal, c'était son directeur financier qui lui disait « Coco », enfin je ne sais pas s'il l'appelait Coco, « Coco, ton rôle, c'est que tu dois, sur les 5 ans qui viennent, le TEI, me baisser de 3 points le taux effectif d'impôt. Ça doit s'accompagner d'une économie d'impôt cash. Ça doit être durable et ça ne doit pas être trop challengé par l'administration fiscale. » C'était ça le job ticket, comme on dit, d'un directeur fiscal. Aujourd'hui, je pense que sa responsabilité, c'est de gérer le bon équilibre entre l'entreprise citoyenne, c'est-à-dire qui paye des impôts, qui participe à l'effort commun, parce que sinon ça ne marche pas. L'accès aux infrastructures. En fait, c'est le retour à ce qu'est l'impôt. C'est un choix social. Exactement. C'est la participation du citoyen qui est l'entreprise et l'équilibre de ça avec la gestion de l'intérêt de l'entreprise, des actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers, parce que très souvent, on entend des discours alors là, très politisés, qui est le grand capital contre les salariés. Non, l'équilibre, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire dans la gestion de l'impôt
de mon entreprise pour atteindre le bon niveau d'équilibre entre le citoyen, l'entreprise, ses actionnaires, ses salariés et ses créanciers. Parce qu'une entreprise qui va beaucoup moins bien ou qui se casse la figure, a fortiori, il y a un enjeu de créanciers aussi. Et donc c'est ça, je pense, la responsabilité aujourd'hui. Il y a aussi une règle internationale peut-être qui est plus homogène. Est-ce qu'on a finalement, parce que c'est toujours la difficulté dans la fiscalité, si vous êtes en tant qu'État un peu agressif, c'est d'avoir des petits copains, y compris en Europe, qui vont essayer d'être plus compétitifs que vous. On a les affaires irlandaises où nos amis irlandais se retrouvent un petit peu rattrapés par la patrouille et ce qui a permis leur développement économique peut remettre en cause des choix de demain. Aujourd'hui, vous diriez qu'on est plus sur des territoires homogènes ? C'est encore un défi, on est à mi-chemin, je pense. Parce que c'est vrai qu'il y a l'exemple de l'Irlande qui, au sein de l'Europe, a promu un taux d'impôt sur les sociétés qui est clairement la moitié de la moyenne des autres. Et puis en dehors de l'Europe, on a des États qui n'ont pas des impôts nuls, hein, mais qui ont des impôts de la même nature, faits pour attirer, en Asie, Singapour, Hong Kong, etc. Et la difficulté que je vis encore aujourd'hui avec un dossier, dont je connaîtrai le résultat de la négociation en sortant de ce studio. Eh ben, on espère qu'il sera enthousiaste. Suspense. C'est des questions de structuration de grands groupes avec des entités en Asie, en Irlande, etc. Et on l'a très bien perçu, avec le long débat avec l'administration fiscale, que le simple fait qu'il existe dans le dispositif ces deux pays qui pourtant ont des taux d'imposition, les uns à 12,5 et les autres à 16, alors certes c'est plus bas que l'impôt français. Oui, il y en a un peu en dessous de 15. Mais c'est pas zéro quand même. Oui, mais c'est pas zéro, mais c'est en dessous de 15. A influencé considérablement l'administration fiscale et fait qu'elle a eu dès le début dans l'esprit « je ne peux rien lâcher sur ce dossier ». Parce que c'est l'Irlande avec son 12,5%, c'est Singapour, c'est Hong Kong, c'est pays là. Une fois encore, je ne parle pas des Bahamas, je ne parle pas de paradis fiscaux. Et donc, il y a tout un travail là-dessus. Moi, mon rêve, puisqu'on parle de prospective, aurait été, mais je ne suis pas sûr que ce soit pas trop tard pour moi, mais mon rêve aurait été de créer un label de bonne gestion fiscale internationale, une espèce d'ISO ce que l'administration française a essayé de faire avec une manière de bien coopérer en tournant un petit peu autour de ça. Oui, mais de façon tout à fait objective, je pense que ce label devrait être donné par des conseils externes. Si on admet... le retour de l'audit fiscal. Voilà, si on admet... Alors, c'est pas l'audit, c'est si on admet l'indépendance, enfin, d'abord la qualité professionnelle, l'indépendance et le professionnalisme de cabinets, comme il existe des cabinets d'audit. Donc pour moi, ce n'est pas l'audit fiscal qui consiste à dire « je certifie que l'impôt est bien calculé, qu'il y a la provision qu'il faut ». Serait précisément de dire, comme il existe des ISO de tout organisme, d'entreprise, de maison de retraite, etc., de dire « vous êtes dans ce bon équilibre » dans la gestion entre l'entreprise citoyenne qui respecte les actionnaires, etc., etc. Mais vous ne croyez pas que c'est un petit peu ce qu'on va faire avec CSRD? Parce que tout le monde voit la première couche, les 1500 points. On va chercher un petit peu la fiscalité, on ne la trouve pas très bien, mais après 1500, il y en aura d'autres. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on est en train de vivre? C'est peut-être le point de départ, mais je pense qu'il faut le... Parce que ça fait partie, finalement, ce comportement citoyen de l'effet que vous avez sur la nature, sur les salariés et toutes ces choses-là. Ça pourrait tout à fait intégrer la fiscalité. Ça peut être une composante de ça. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Et je trouve qu'il serait bon que ça puisse être donné par des entreprises privées, comme des agences de notation, comme ISO, comme la test comptable, c'est-à-dire que ce soit bien des entreprises privées indépendantes qui mettent un tampon en disant « je certifie que les comptes sont sincères ». Ben là, je rêverais d'un label de société qui dit « je certifie que, en m'adressant au conseil d'administration, au comité d'audit, je ne sais pas au marché, je certifie que cette société est dans le bon équilibre ». Ce qui est intéressant, c'est que ça en fait un truc assez subjectif. Est-ce que ce n'est pas ce que certaines sociétés comme Total, comme L'Oréal et tout essaient de faire en publiant, ou Vinci, leur premier rapport annuel fiscal? C'est un petit peu cette idée. Oui, c'est vrai qu'il y a des publications là-dessus, mais... Plus à l'international qu'en France. Hein. Oui, mais même en France, ils publient politique fiscale, c'est-à-dire dans tous les... Mais politique fiscale, c'est extraordinairement généraliste, c'est-à-dire que précisément, ce sont des intentions très louables qui est de dire ce que je dis. C'est-à-dire notre
politique fiscale consiste à respecter notre rôle de citoyen. Nous sommes raisonnables, nous sommes des êtres fiscaux raisonnables. Voilà, et puis on a des fondations, c'est un peu l'amorce de ça. Mais il faudrait des choses beaucoup plus précises. Et puis à la fin, qu'il y ait un organe externe qui dise oui ou non. Puisqu'une fois encore, je pense que tout est question d'équilibre. Et on voit aujourd'hui l'équilibre dans lequel, je reviens à ça, se débat le gouvernement. Oui. Alors, je reviens là-dessus une seconde, mais enfin, le principe de cet entretien, c'est de faire des allers-retours. Oui, tout à fait. J'ai deux citations que j'ai toujours beaucoup aimées en matière fiscale qui illustrent assez bien ça. La première, elle est de Colbert, qui dit « L'art de l'impôt consiste à plumer loi pour obtenir le maximum de plumes avec le minimum de cris. » Voilà. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est bien ça, cet équilibre. Et la deuxième, avec toujours beaucoup d'humour, comme il le faisait toujours, Winston Churchill, qui dit... Et alors là, on est plein dans le débat sur les riches. Nous continuons à exiger des impôts que les riches sont trop intelligents pour payer et les pauvres trop pauvres pour s'en acquitter. Et donc on voit là-dedans toute la difficulté d'une politique budgétaire fiscale dans laquelle vont s'inscrire ces entreprises pour arriver à trouver leur bon équilibre. Finalement, ça donne envie de faire un face à Frédéric Donnedieu de Vabre et de vous faire revenir. Faites attention. Mais merci beaucoup. Le temps nous est compté. On a essayé de tenir en 20 minutes pour cette première. En tout cas, vous avez parfaitement rempli le contrat du prospectif, de l'imagination, de l'audit, de la créativité différente. Et puis peut-être, en fait, le vrai métier d'avocat, finalement, après ces perquisitions, tout ça, on n'est plus des conseils fiscaux comme on l'était il y a quelques années. À l'origine, on est des vrais avocats. Voilà. À l'origine, c'est vrai, on avait le statut de conseil fiscal, on est devenu avocat, je ne sais plus, dans les années 90, statutairement, mais dans notre rôle, oui, on est de plus en plus des avocats. Et on doit être des avocats très experts et respectueux de nos interlocuteurs. J'ai bien fait de migrer chez De Gaulle Florence. Alors, un immense merci, Frédéric, pour votre confiance, d'avoir répondu aussi rapidement à notre demande. Un grand merci aux équipes de l'AMI Liaison. Alors, j'espère que je n'oublierai personne. On débute. Il y a Morgane, il y a Tiffaine, il y a Hervé, il y a Anne. Et puis, il y a Guillaume, le patron, que l'on remercie beaucoup, car c'est grâce à lui que nous sommes là. On vous dit à très bientôt, on va essayer d'être mensuel, donc on vous dit au mois prochain.